Nous tenterons de déterminer dans l'époque le champ des possibles, celui des instruments, etc. Si par exemple il s'agit de découvrir le sens de l'action historique de Robespierre, nous déterminerons entre autres choses le secteur des instruments intellectuels. Il s'agit de formes vides. Ce sont les principales lignes de force qui paraissent dans les relations concrètes des contemporains. En dehors d'actes précis, d'idéation, d'écriture ou de désignation verbale. L'idée de nature n'a pas d'être matérielle, encore moins d'existence, au XVIIIe siècle. Elle est réelle pourtant, car chaque individu la tient pour autre que son acte précis de lecteur ou de penseur, dans la mesure où elle est aussi la pensée de milliers d'autres. Ainsi l'intellectuel saisit sa pensée à la fois comme sienne et comme autre. Il pense dans l'idée plutôt qu'elle n'est dans sa pensée, et cela signifie qu'elle est la marque de son appartenance à un groupe déterminé, puisqu'on connaît ses fonctions, son idéologie, etc., et indéfinie, puisque l'individu n'en connaîtra jamais ni tous les membres, ni même le nombre total. Tel quel, ce collectif à la fois réel et virtuel, réel en tant que virtualité, représente un instrument commun. L'individu ne peut éviter de le particulariser en se projetant à travers lui vers sa propre objectivation. Il est donc indispensable de définir la philosophie vivante comme indépassable horizon et de donner leur sens vrai à ces schèmes idéologiques. Indispensable aussi d'étudier les attitudes intellectuelles de l'époque. Les rôles, par exemple, dont beaucoup sont aussi des instruments communs, en montrant à la fois leur sens théorique immédiat et leur efficacité profonde. Chaque idée virtuelle, chaque attitude intellectuelle apparaissent comme une entreprise qui se développe sur un fond de conflit réel et qui doit servir. Mais nous ne préjugerons pas, comme Lukács en tant d'autres, de cette efficacité. Nous demanderons à l'étude compréhensive des schèmes et des rôles de nous livrer leurs fonctions réelles, souvent multiples, contradictoires, équivoques, sans oublier que l'origine historique de la notion ou de l'attitude peut lui avoir conféré d'abord un autre office qui demeure à l'intérieur de ces nouvelles fonctions comme une signification vieillie. Les autres bourgeois ont usé par exemple du mythe du bon sauvage. Ils en ont fait une arme contre la noblesse, mais on simplifierait le sens et la nature de cette arme si on oubliait qu'elle fut inventée par la Contre-Réforme et tournée d'abord contre le serf-arbitre des protestants. Il est capital dans ce domaine de ne pas omettre un fait que les marxistes négligent systématiquement. La rupture des générations. D'une génération à l'autre, en effet, une attitude, un schème peuvent se fermer, devenir objet historique. Exemple, idée close qu'il faudra rouvrir ou imiter d'or. Il faudra savoir comment les contemporains de Robespierre recevaient l'idée de nature. Il n'avait pas contribué à sa formation. Il avait prise chez Rousseau, par exemple, qui devait bientôt mourir. Elle avait un caractère sacré, du fait même de la rupture, de cette distance dans la proximité, etc. De toute manière, l'action et la vie de l'homme que nous devons étudier ne peuvent pas se réduire à ces significations abstraites, à ces attitudes impersonnelles. C'est lui, au contraire, qui leur donnera force et vie par la manière dont il se projettera à travers elles. Il convient donc de revenir à notre objet et d'étudier ses déclarations personnelles. Par exemple, les discours de Robespierre, à travers la grille des instruments collectifs. Le sens de notre étude doit être ici différentiel, comme dirait Merleau-Ponty. C'est en effet la différence entre les communs et l'idée ou l'attitude concrète de la personne étudiée, leur enrichissement, leur type de concrétisation, leur déviation, etc., qui doivent avant tout nous éclairer sur notre objet. Cette différence constitue sa singularité, dans la mesure où l'individu utilise les collectifs. Il relève, comme tous les membres de sa classe,
ou de son milieu d'une interprétation très générale qui déjà permet de pousser la régression jusqu'aux conditions matérielles. Mais dans la mesure où ces conduites réclament une interprétation différentielle, il nous faudra faire des hypothèses singulières dans le cadre abstrait des significations universelles. Il est même possible que nous soyons amenés à refuser les schèmes conventionnels d'interprétation et à ranger l'objet dans un sous-groupe ignoré jusqu'alors. C'est le cas de Sade, nous l'avons vu. Nous n'en sommes pas encore là. Ce que je veux marquer, c'est que nous abordons l'étude du différentiel avec une exigence totalisatrice. Nous ne considérons pas ces variations comme des contingences anomiques des hasards, des aspects insignifiants. Tout au contraire, la singularité de la conduite ou de la conception est avant tout la réalité concrète comme totalisation vécue. Ce n'est pas un trait de l'individu, c'est l'individu total, saisi dans un processus d'objectivation. Toute la bourgeoisie de 1990 se réfère au principe lorsqu'elle envisage de construire un État nouveau et de lui donner une constitution. Mais Robespierre, à cette époque, est tout entier dans la manière dont il se réfère au principe. Je ne connais pas de bonne étude de la pensée de Robespierre. C'est dommage. On verrait que l'universel chez lui est concret. Il est abstrait chez les autres constituants, et qui se confond avec l'idée de totalité. La révolution est une réalité en voie de totalisation. Fausse dès qu'elle s'arrête, plus dangereuse même si elle est partielle, que l'aristocratie elle-même. Elle sera vraie quand elle aura atteint son plein développement. C'est une totalité en devenir qui doit se réaliser un jour comme totalité devenue. Le recours au principe est donc chez lui une ébauche de génération dialectique. On serait trompé, comme il a été lui-même, par les instruments et les mots si l'on croyait, comme il croit, qu'il déduit les conséquences des principes. Les principes marquent une direction de totalisation. C'est cela Robespierre pensait, c'est Robespierre pensant, une dialectique naissante qui se prend pour une logique aristotélicienne. Mais nous ne croyons pas que la pensée soit une détermination privilégiée. Dans le cas d'un intellectuel ou d'un orateur politique, nous l'abordons en premier lieu parce qu'elle est, en général, plus facilement accessible. Elle s'est déposée dans le mot imprimé. L'exigence totalisatrice implique au contraire que l'individu se retrouve entier dans toutes ses manifestations. Cela ne signifie nullement qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans celle-ci. Ce que nous voulons dire, c'est que sur quelques plans, à quelque niveau qu'on le considère, l'individu est toujours entier. Son comportement vital, son conditionnement matériel se retrouvent comme une opacité particulière, comme une finitude, et tout à la fois comme un levain dans sa pensée le plus abstraite. Mais réciproquement, au niveau de sa vie immédiate, sa pensée contractée, implicite, existe déjà comme le sens de ses conduites. Le mode de vie réel de Robespierre, frugalité, économie, habitation modeste, logeur petit bourgeois et patriote, son vêtement, sa toilette, son refus de tutoyer, son incorruptibilité, ne peuvent donner leur sens total que dans une certaine politique qui s'inspirera de certaines vues théoriques, et qui les conditionnera à son tour. Ainsi, la méthode heuristique doit envisager la différentielle. Il s'agit de l'étude d'une personne, dans la perspective de la biographie. Il s'agit, on le voit, d'un moment analytique et régressif. Rien ne peut être découvert si d'abord nous n'arrivons aussi loin qu'il nous est possible dans la singularité historique de l'objet. Je crois nécessaire de montrer le mouvement par un exemple particulier. Supposons que je vais étudier Flaubert, qu'on présente dans la littérature
comme le père du réalisme, j'apprends qu'il est dit Madame Bovary, c'est moi. Je découvre que les contemporains les plus subtils est d'abord Baudelaire, tempérament féminin, avait pressenti cette identification. J'apprends que le père du réalisme rêvait pendant le voyage en Orient d'écrire l'histoire d'une vierge mystique, dans les Pays-Bas rongée par le rêve et qui eût été le symbole de son propre culte de l'art. Remontant à sa biographie, je découvre sa dépendance, son obéissance, son être relatif, en un mot tous les caractères qu'on a coutume de nommer à l'époque féminins. Enfin, il m'apparaît que, sur le tard, ses médecins le traitent de vieille femme nerveuse et qu'il se sentait vaguement flatté. Nul doute, pourtant, ce n'est à aucun degré un inverti. Il s'agira donc, sans quitter l'œuvre, c'est-à-dire les significations littéraires, de nous demander pourquoi l'auteur, c'est-à-dire ici la pure activité synthétique qui engendre Madame Bovary, a pu se métamorphoser en femme. Quelle signification possède en elle-même la métamorphose? Ce qui suppose une étude phénoménologique d'Emma Bovary dans le livre. Quelle est cette femme dont Baudelaire dit qu'elle a la folie et la volonté d'un homme? Ce que veut dire au milieu du XIXe siècle la transformation de mâle en femelle par l'art, on étudiera le contexte Mademoiselle de Maupin, etc. Et enfin, qui doit être Gustave Flaubert pour qu'il ait eu, dans le champ de ses possibles, la possibilité de se peindre en femme? La réponse est indépendante de toute biographie, puisque ce problème pourrait être posé en termes kantiens. À quelles conditions la féminisation de l'expérience est-elle possible? Pour y répondre, nous ne devons jamais oublier que le style d'un auteur est directement lié à une conception du monde. La structure des phrases, des paragraphes, l'usage et la place des substantifs, du verbe, etc., la constitution des paragraphes et les caractéristiques du récit, pour ne citer que ces quelques particularités, traduisent des présuppositions secrètes qu'on peut déterminer différentiellement sans recourir encore à la biographie. Toutefois, nous n'arriverons encore qu'à des problèmes. Il est vrai que les intuitions des contemporains nous aideront. Baudelaire a affirmé l'identité du sens profond à la tentation de Saint-Antoine, ouvrage furieusement artiste dont Bouillet disait « c'est une foirade de perles » et qui traite dans la plus complète confusion des grands thèmes métaphysiques de l'époque. Le destin de l'homme, la vie, la mort, Dieu, la religion, le néant, etc. Et de celui de Madame Bovary, ouvrage sec, en apparence et objectif. Qui donc peut et doit être Flaubert pour pouvoir exprimer sa propre réalité sous forme d'un idéalisme forcené et d'un réalisme encore plus méchant qu'impassable? Qui donc peut et doit être Flaubert pour s'objectiver dans son œuvre à quelques années de distance sous la forme d'un moine mystique et d'une femme décidée et un peu masculine? À partir de là, il faut passer à la biographie, c'est-à-dire aux faits ramassés par les contemporains et vérifiés par les historiens. L'œuvre pose des questions à la vie, mais il faut comprendre en quel sens. L'œuvre comme objectivation de la pensée est en effet plus complète, plus totale que la vie. Elle s'y enracine, certes, elle éclaire, mais elle ne trouve son explication totale qu'en elle-même. Seulement, il est trop tôt encore pour que cette explication nous apparaisse. La vie est éclairée par l'œuvre comme une réalité dont la détermination totale se trouve hors d'elle, à la fois dans les conditions qui la produisent et dans la création artistique qui l'achève et la complète en l'exprimant. Ainsi, l'œuvre, quand on l'a fouillée, devient hypothèse et méthode de recherche pour éclairer la biographie. Elle interroge et retient des épisodes concrets comme des réponses à ces questions. Mais ces réponses ne comblent pas.
Elles sont insuffisantes et bornées dans la mesure où l'objectivation dans l'art est irréductible à l'objectivation dans la conduite quotidienne. Il y a un hiatus entre l'œuvre et la vie. Toutefois, l'âme avec ses relations humaines ainsi éclairées nous apparaît à son tour comme ensemble synthétique de questions. L'œuvre a révélé le narcissisme de Flaubert, son onanisme, son idéalisme, sa solitude, sa dépendance, sa féminité, sa passivité. Mais ces caractères à leur tour sont pour nous des problèmes. Ils nous font deviner à la fois des structures sociales. Flaubert est propriétaire foncier, il touche des coupons de rente, etc., et un drame unique de l'enfance. En un mot, ces questions régressives nous donnent un moyen d'interroger son groupe familial comme réalité vécue et niée par l'enfant Flaubert, à travers une double source d'information. Témoignage objectif sur la famille, caractère de classe, type familial, aspect individuel. Déclaration furieusement subjective de Flaubert sur ses parents, son frère, sa sœur, etc. À ce niveau, il faut pouvoir sans cesse remonter jusqu'à l'œuvre et savoir qu'elle contient en vérité de la biographie que la correspondance elle-même, truquée par son auteur, ne peut contenir. Mais il faut savoir aussi que l'œuvre ne révèle jamais les secrets de la biographie. Elle peut être simplement le schème ou le fil conducteur qui permet de les découvrir dans la vie elle-même. À ce niveau, en touchant la petite enfance comme manière de vivre obscurément des conditions générales, nous faisons apparaître comme le sens du vécu la petite bourgeoisie intellectuelle qui s'est formée sous l'Empire et sa manière de vivre l'évolution de la société française. Ici, nous repassons dans le pur objectif, c'est-à-dire dans la totalisation historique. C'est l'histoire même, l'essor comprimé du capitalisme familial, le retour des fonciers, les contradictions du régime, la misère d'un prolétariat encore insuffisamment développé, que nous devons interroger. Mais ces interrogations sont constituantes, au sens où les concepts kantiens sont dits constitutifs, car elles permettent de réaliser des synthèses concrètes, là où nous n'avions encore que des conditions abstraites et générales. À partir d'une enfance obscurement vécue, nous pouvons reconstituer les vrais caractères des familles petit-bourgeoises. Nous comparons celles de Flaubert à celles de Baudelaire, de niveau social plus élevé, de Goncourt, petit bourgeois anobli vers la fin du XVIIIe par la simple acquisition d'une terre noble, de Louis Bouilhet, etc. Nous étudions à ce propos les relations réelles entre les savants et praticiens, le père Flaubert, et les industriels, le père de son ami, le Poitevin. En ce sens, l'étude de Flaubert enfant comme universalité vécue dans la particularité enrichit l'étude générale de la petite bourgeoisie en 1830. À travers les structures qui commandent le groupe familial singulier, nous enrichissons et concrétisons les caractères toujours trop généraux de la classe considérée. Nous saisissons des collectifs inconnus. Par exemple, le rapport complexe d'une petite bourgeoisie de fonctionnaires et d'intellectuels avec l'élite des industriels et la propriété foncière, ou les racines de cette petite bourgeoisie, son origine paysanne, etc., ses relations avec les nobles déchus. C'est à ce niveau que nous allons découvrir la contradiction majeure que cet enfant a vécue à sa manière, l'opposition de l'esprit d'analyse bourgeois et des mythes synthétiques de la religion. Ici encore, un va-et-vient s'établit entre les anecdotes singulières qui éclairent ces contradictions diffuses, parce qu'elles les rassemblent en une seule et les font éclater, et la détermination générale des conditions de vie, qui nous permet de reconstituer progressivement, parce qu'elles ont été déjà étudiées, l'existence matérielle des groupes considérés.
L'ensemble de ces démarches, la régression et le va-et-vient, nous ont révélé ce que j'appellerais la profondeur du vécu. Un essayiste écrivait l'autre jour, croyant réfuter l'existentialisme. Ce n'est pas l'homme qui est profond, c'est le monde. Il avait parfaitement raison, et nous sommes d'accord avec lui sans réserve. Il faut seulement ajouter que le monde est humain, que la profondeur de l'homme, c'est le monde, donc que la profondeur vient au monde par l'homme. L'exploration de cette profondeur est une descente de concret absolu. Madame Bovary dans les mains d'un lecteur contemporain de Flaubert, que ce soit Baudelaire ou l'impératrice ou le procureur, à son conditionnement le plus abstrait, c'est-à-dire aux conditions matérielles, au conflit des forces productives et des rapports de production en tant que ces conditions apparaissent dans leur universalité et qu'elles se donnent comme vécues par les membres d'un groupe indéfini, c'est-à-dire pratiquement par des sujets abstraits. À travers Madame Bovary, nous devons et pouvons entrevoir le mouvement de la rente foncière, l'évolution des classes montantes, la lente maturation du prolétariat, tout est là. Mais les significations les plus concrètes sont radicalement irréductibles aux significations les plus abstraites. Les différentiels en chaque couche signifiante reflètent en l'appauvrissant et en le contractant le différentiel de la couche supérieure. Il éclaire le différentiel de la couche inférieure et sert de rubrique à l'unification synthétique de nos connaissances plus abstraites. Le va-et-vient contribue à enrichir l'objet de toute la profondeur de l'histoire. Il détermine dans la totalisation historique l'emplacement vide encore de l'objet. À ce niveau de la recherche, nous n'avons pourtant réussi qu'à dévoiler une hiérarchie de significations hétérogènes. Madame Bovary, la féminité de Flaubert, l'enfance dans un bâtiment de l'hôpital, les contradictions de la petite bourgeoisie contemporaine, l'évolution de la famille, de la propriété, etc. Chacune éclaire l'autre, mais leur irréductibilité crée une discontinuité véritable entre elles. Chacune sert de cadre à la précédente, mais la signification enveloppée est plus riche que la signification enveloppante. En un mot, nous n'avons que les traces d'un mouvement dialectique, non le mouvement lui-même. C'est alors et seulement alors que nous devons user de la méthode progressive. Il s'agit de retrouver le mouvement d'enrichissement totalisateur qui engendre chaque moment à partir du moment antérieur. L'élan qui part des obscurités vécues pour parvenir à l'objectivation finale, en un mot, le projet par lequel Flaubert, pour échapper à la petite bourgeoisie, se lancera à travers les divers champs de possibles, vers l'objectivation aliénée de lui-même et se constituera inéluctablement et indissolublement comme l'auteur de Madame Bovary et comme ce petit bourgeois qui refusait d'être. Ce projet a un sens. Ce n'est pas la simple négativité, la fuite. Par lui, l'homme vise la production de soi-même dans le monde comme une certaine totalité objective. Ce n'est pas le pur et simple choix abstrait d'écrire qui fait le propre de Flaubert, mais le choix d'écrire d'une certaine manière pour se manifester dans le monde de telle façon. En un mot, c'est la signification singulière, dans le cadre de l'idéologie contemporaine, qu'il donne à la littérature comme négation de sa condition originelle et comme solution objective de ses contradictions. Pour retrouver le sens de cet arrangement vert, nous serons aidés par la connaissance de toutes les couches signifiantes qu'il a traversées, que nous avons déchiffrées, comme ces traces et qui l'ont mené jusqu'à l'objectivation finale. Nous avons la série du conditionnement matériel et social jusqu'à l'œuvre. Il s'agit de trouver la tension qui va de l'objectivité à l'objectivité, de découvrir la loi d'épanouissement
qui dépasse une signification par la suivante et qui maintient celle-ci dans celle-là. En vérité, il s'agit d'inventer un mouvement, de le recréer. Mais l'hypothèse est immédiatement vérifiable. Seule peut être valable celle qui réalisera dans un mouvement créateur l'unité transversale de toutes les structures hétérogènes. Toutefois, le projet risque d'être dévié, comme celui de Sade, par les instruments collectifs. Ainsi, l'objectivation terminale ne correspond peut-être pas exactement au choix originel. Il conviendra de reprendre l'analyse regressive en la serrant de plus près, d'étudier le champ instrumental pour déterminer les déviations possibles, d'utiliser nos connaissances générales sur les techniques contemporaines du savoir, de revoir le déroulement de la vie pour examiner l'évolution des choix et des actions, leur cohérence ou leur incohérence apparente. Saint-Antoine exprime Flaubert tout entier dans la pureté et dans toutes les contradictions de son projet originel, mais Saint-Antoine est un échec. Brûlé et Maxime du Camp, le commandement sans appel. On lui impose de raconter une histoire. La déviation est là. Flaubert raconte une anecdote, mais il y fait tout tenir. Le ciel et l'enfer, lui-même, Saint-Antoine, etc. L'ouvrage monstrueux et splendide qui en résulte et où il subjective et s'aliène, c'est Madame Bovary. Ainsi, le retour sur la biographie nous montre les hiatus, les fissures et les accidents en même temps, qui confirment l'hypothèse du projet original en révélant la courbe de la vie et ses continuités. Nous définirons la méthode d'approche existentialiste comme une méthode régressive, progressive et analytico-synthétique. C'est en même temps un va-et-vient enrichissant entre l'objet, qui contient toute l'époque comme signification hiérarchisée, et l'époque, qui contient l'objet dans sa totalisation. En effet, lorsque l'objet est retrouvé dans sa profondeur et dans sa singularité, au lieu de rester extérieur à la totalisation, comme il était jusque-là, ce que les marxistes prenaient pour son intégration à l'histoire, il entre immédiatement en contradiction avec elle. En un mot, la simple juxtaposition inerte de l'époque et de l'objet fait place brusquement à un conflit vivant. Si l'on a paresseusement défini Flaubert comme un réaliste, et si l'on a décidé que le réalisme convenait au public du Second Empire, ce qui permettra de faire une théorie brillante et parfaitement fausse sur l'évolution du réalisme entre 1857 et 1957. On ne parviendra à comprendre ni cet étrange monstre qu'est Madame Bovary, ni l'auteur, ni le public. Bref, une fois de plus, on jouera avec des ombres. Mais si l'on a pris la peine, par une étude qui doit être longue et difficile, de montrer dans ce roman l'objectivation du subjectif et son aliénation, bref, on le saisit dans le sens concret qui conserve encore au moment où il échappe à son auteur et en même temps d'où dort comme un objet qu'on laisse se développer en liberté. Il entre brusquement en opposition avec la réalité objective qu'il aura pour l'opinion, pour les magistrats, pour les écrivains contemporains. C'est le moment de revenir à l'époque et de nous poser, par exemple, cette question très simple. Il y avait alors une école réaliste. Courbet en peinture, Duranty en littérature, en étaient les représentants. Duranty avait fréquemment exposé sa doctrine et rédigé ses manifestes. Flaubert détestait le réalisme et l'a répété toute sa vie. Il n'aimait que la pureté absolue de l'art. Pourquoi le public a-t-il décidé d'emblée que c'était Flaubert le réaliste, et pourquoi a-t-il aimé en lui ce réalisme-là, c'est-à-dire cette admirable confession truquée, ce lyrisme masqué, cette métaphysique sous-entendue? Pourquoi a-t-il apprécié comme un admirable caractère de femme, ou comme une pitoyable description de la femme,
ce qui n'était au fond qu'un pauvre homme déguisé. Il faut alors se demander quelle espèce de réalisme ce public réclamait ou, si l'on préfère, quelle espèce de littérature il réclamait sous ce nom et pourquoi il le réclamait. Ce dernier moment est capital. C'est tout simplement celui de l'aliénation. Par le succès que lui fait son époque, Flaubert se voit voler son œuvre. Il ne le reconnaît plus. Elle lui est étrangère. Du coup, il perd sa propre existence objective. Mais en même temps, son œuvre éclaire l'époque d'un jour neuf. Elle permet de poser une question neuve à l'histoire. Quelle pouvait donc être cette époque pour qu'elle réclamât ce livre, et pour qu'elle y retrouvât mensongèrement sa propre image? Ici, nous sommes au véritable moment de l'action historique, ou de ce que j'appellerais volontiers le malentendu. Mais ce n'est pas le lieu de développer cette nouvelle démarche. Il suffit de dire, pour conclure, que l'homme et son temps sont intégrés dans la totalisation dialectique, quand nous aurons montré comment l'histoire dépasse cette contradiction. Numéro 3. Donc l'homme se définit par son projet. Cet être matériel dépasse perpétuellement la condition qui lui est faite. Il dévoile et détermine sa situation en la transcendant pour s'objectiver, par le travail, l'action ou le geste. Le projet ne doit pas se confondre avec la volonté, qui est une entité abstraite, bien qu'il puisse revêtir une forme volontaire en certaines circonstances. Cette relation immédiate par-delà les éléments donnés et constituée, avec l'autre que soi, cette perpétuelle production de soi-même par le travail et la praxis, c'est notre structure propre. Pas plus qu'une volonté, elle n'est un besoin ou une passion, mais nos besoins comme nos passions ou comme la plus abstraite de nos pensées participent de cette structure. Ils sont toujours en dehors d'eux-mêmes, vers. C'est ce que nous nommons l'existence, et par là nous n'entendons pas une substance stable qui se repose en elle-même, mais un déséquilibre perpétuel, un arrachement à soi de tout le corps. Comme cet élan vers l'objectivation prend des formes diverses selon les individus, comme il nous projette à travers un champ de possibilités dont nous réalisons certaines à l'exclusion des autres, nous le nommons aussi choix ou liberté. Mais on se tromperait fort si l'on nous accusait d'introduire ici l'irrationnel, d'inventer un commencement premier, sans lien avec le monde ou de donner à l'homme une liberté fétiche. Ce reproche, en effet, ne pourrait émaner que d'une philosophie mécaniste. Ce qui nous l'adresserait, c'est qu'il voudrait réduire la praxis, la création, l'invention à reproduire les données élémentaires de notre vie. C'est qu'il voudrait expliquer l'œuvre, l'acte ou l'attitude par les facteurs qui les conditionnent. Leur désir d'explication cacherait la volonté d'assimiler le complexe au simple, de nier la spécificité des structures et de réduire le changement à l'identité. C'est retomber au niveau du déterminisme scientiste. La méthode dialectique, au contraire, refuse de réduire et fait la démarche inverse. Elle dépasse en conservant, mais les termes de la contradiction dépassée ne peuvent rendre compte ni du dépassement lui-même, ni de la synthèse ultérieure. C'est celle-ci, au contraire, qui les éclaire et qui permet de les comprendre. Pour nous, la contradiction de base n'est qu'un des facteurs qui délimite et structure le champ des possibles. C'est au contraire le choix qu'il faut interroger si l'on veut se les expliquer dans les détails. En révéler la singularité, c'est-à-dire l'aspect singulier sous lequel se présente en ce cas la généralité, et comprendre comment elles ont été vécues. C'est l'œuvre ou l'acte de l'individu qui nous révèle le secret de son conditionnement. Flaubert, par son choix d'écrire, nous découvre le sens de sa peur enfantine
de la mort, et non l'inverse. Pour avoir méconnu ces principes, le marxisme contemporain s'est interdit de comprendre les significations et les valeurs. Car il est aussi absurde de réduire la signification d'un objet à la pure matérialité inerte de cet objet lui-même que de vouloir déduire le droit du fait. Le sens d'une conduite et sa valeur ne peuvent se saisir qu'en perspective par le mouvement qui réalise les possibles en dévoilant le donné. L'homme est pour lui-même et pour les autres un être signifiant, puisqu'on ne peut jamais comprendre le moindre de ses gestes sans dépasser le présent pour et expliquer par l'avenir. C'est en outre un créateur des signes dans la mesure où, toujours en avant lui-même, il utilise certains objets pour désigner d'autres objets absents ou futurs. Mais l'une et l'autre opération se réduisent au pur et simple dépassement. Dépasser les conditions présentes vers leur changement ultérieur, dépasser l'objet présent vers une absence, c'est une même chose. L'homme construit des signes parce qu'il est signifiant dans sa réalité même et il est signifiant parce qu'il est dépassement dialectique de tout ce qui est simplement donné. Ce que nous nommons liberté, c'est l'irréductibilité de l'ordre culturel à l'ordre naturel. Pour saisir le sens d'une conduite humaine, il faut disposer de ce que les psychiatres et les historiens allemands ont nommé compréhension. Mais il ne s'agit là ni d'un don particulier, ni d'une faculté spéciale d'intuition. Cette connaissance est simplement le mouvement dialectique qui explique l'acte par ses significations terminales à partir de ses conditions de départ. Elle est originellement progressive. Je comprends le geste d'un camarade qui se dirige vers la fenêtre à partir de la situation matérielle où nous sommes tous deux. C'est par exemple qu'il fait trop chaud. Il va nous donner de l'air. Cette action n'est pas inscrite dans la température, elle n'est pas déclenchée par la chaleur comme un stimulus provoquant des réactions en chaîne. Il s'agit d'une conduite synthétique qui unifie sous mes yeux le champ pratique où nous sommes l'un et l'autre, en s'unifiant elle-même. Les mouvements sont neufs. Ils s'adaptent à la situation, aux obstacles particuliers. C'est que les montages appris sont des schèmes moteurs abstraits et insuffisamment déterminés. Ils se déterminent dans l'unité de l'entreprise. Il faut écarter cette table. Après cela, la fenêtre est à bâton, à guillotine, à glissière, ou peut-être, si nous sommes à l'étranger, d'une espèce qui nous est encore inconnue. De toute manière, pour dépasser la succession des gestes et percevoir l'unité qu'ils se donnent, il faut que je ressente à moi-même l'atmosphère surchauffée, comme un besoin de fraîcheur, comme un appel d'air, c'est-à-dire que je sois moi-même le dépassement vécu de notre situation matérielle. Dans les pièces, portes et fenêtres ne sont jamais tout à fait des réalités passives. Le travail des autres leur a donné leur sens. On a fait des instruments, des possibilités pour un autre, quelconque. Cela signifie que je les comprends déjà comme des structures instrumentales et comme des produits d'une activité dirigée. Mais le mouvement de mon camarade explicite les indications et les désignations cristallisées dans ces produits. Son comportement me révèle le champ pratique comme un espace odologique. Et inversement, les indications contenues dans les ustensiles deviennent le sens cristallisé qui me permet de comprendre l'entreprise. Sa conduite unifie la pièce et la pièce définit la conduite. Il s'agit si bien là d'un dépassement enrichissant pour nous deux, que cette conduite, au lieu de s'éclairer d'abord par la situation matérielle, peut me la révéler, absorbée dans un travail en collaboration, dans une discussion. J'avais ressenti la chaleur comme un malaise, confus et innommé. Dans le geste de mon camarade, je vois à la fois son intention pratique et le sens de mon malaise.
Le mouvement de la compréhension est simultanément progressif vers le résultat objectif et régressif. Je remonte vers la condition originelle. Au geste, c'est l'acte lui-même qui définira la chaleur comme intolérable. Si nous ne levons pas le doigt, c'est que la température peut se supporter. Ainsi, l'unité riche et complexe de l'entreprise naît de la condition la plus pauvre et se retourne sur elle pour l'éclairer. En même temps d'ailleurs, mais dans une autre dimension, mon camarade se révèle par son comportement. Il s'est levé posément avant de commencer le travail ou la discussion pour entrouvrir la, la fenêtre. Ce geste renvoie à des objets plus généraux. Volonté de se montrer méthodique, de jouer le rôle d'un homme ordonné ou réel d'amour de l'ordre. Il apparaîtra bien différent s'il se dresse en sursaut tout à coup pour ouvrir la croisée au grand dallage, comme s'il suffoquait. Et cela aussi, pour que je puisse le comprendre, il faut que mes propres conduites dans le mouvement projectif me renseignent sur ma profondeur, c'est-à-dire sur mes objectifs les plus vastes et sur les conditions qui correspondent au choix de ces objectifs. Ainsi, la compréhension n'est pas autre chose que ma vie réelle, c'est-à-dire le mouvement totalisateur qui ramasse mon prochain, moi-même et l'environnement dans l'unité synthétique d'une objectivation en cours. Précisément parce que nous sommes projets, la compréhension peut être entièrement régressive. Si nous n'avons ni l'un ni l'autre pris conscience de la température, un tiers venant à entrer dira certainement: leur discussion les absorbe tellement qu'ils sont en train d'étouffer. Cette personne a, dès son entrée dans la pièce, vécu la chaleur comme un besoin, comme une volonté d'errer, de réfléchir. Du coup, la fenêtre close a pris pour elle une signification, non parce qu'on allait l'ouvrir, mais tout au contraire, parce qu'on ne l'avait pas ouverte. La chambre close et surchauffée lui révèle un acte qui n'a pas été fait et qui était indiqué comme possibilité permanente par le travail déposé dans les ustensiles présents. Mais cette absence, cette objectivation de non-être ne trouvera de vraie consistance que si elle sert de révélateur à une entreprise positive. À travers l'acte à faire et non fait, ce témoin découvrira la passion que nous avons mise à discuter. Et s'il nous appelle en riant rat de bibliothèque, il trouvera des significations plus générales encore à notre conduite et nous éclairera dans notre profondeur. Parce que nous sommes des âmes et que nous vivons dans le monde des âmes, de travail et de conflit, tous les objets qui nous entourent sont des signes. Ils indiquent par eux leur mode d'emploi et masquent à peine le projet réel de ceux qui les ont faits tels pour nous et qui s'adressent à nous à travers eux. Mais leur ordonnance particulière en telle ou telle circonstance nous retrace une action singulière, un projet, un événement. Le cinéma a tant usé de ce procédé qu'il en est devenu un poncif. On montre un souper qui commence et puis on coupe quelques heures plus tard, dans la pièce solitaire des verres renversés, des bouteilles vides, des bouts de mégots jonchant le sol indiqueront à eux seuls que les convives se sont enivrés. Ainsi, les significations viennent de l'homme et de son projet, mais elles s'inscrivent partout dans les choses et dans l'ordre des choses. Tout à tout instant est toujours signifiant et les significations nous révèlent des âmes et des rapports entre les âmes à travers les structures de notre société. Mais ces significations ne nous apparaissent que dans la mesure où nous sommes nous-mêmes signifiants. Notre compréhension de l'autre n'est jamais contemplative. Ce n'est qu'un moment de notre praxis, une manière de vivre dans la lutte ou dans la
convivence, la relation concrète et humaine qui nous a unis à lui. Parmi ces significations, il en est qui nous reste, il en est qui nous renvoie à une situation vécue, à une conduite, à un événement collectif. Ce serait le cas si l'on veut de ces vers brisés qui sont chargés sur l'écran de nous retracer l'histoire d'une soirée d'orgie. D'autres sont de simples indications, une flèche sur un mur, dans un couloir de métro. D'autres se réfèrent à des collectifs. D'autres sont des symboles, la réalité signifiée et présente en elle, comme la nature dans le drapeau. D'autres sont des déclarations d'ustensilité, des objets se proposent à moi comme moyen, un passage cloté, un abri, etc. D'autres qu'on saisit surtout, mais pas toujours, à travers les conduites visibles et actuelles des âmes réelles, sont tout simplement des fins. Il faut rejeter résolument le prétendu positivisme qui imprègne le marxisme d'aujourd'hui et qui le pousse à nier l'existence de ces dernières significations. La mystification suprême du positivisme, c'est qu'il prétend aborder l'expérience sociale sans a priori, alors qu'il a décidé au départ de nier une de ses structures fondamentales et de la remplacer par une contraire. Il était légitime que les sciences de la nature se délivrassent de l'anthropomorphisme qui consiste à prêter aux objets inanimés des propriétés humaines. Mais il est parfaitement absurde d'introduire par analogie le mépris de l'anthropomorphisme dans l'anthropologie. Que peut-on faire de plus exact, de plus rigoureux quand on étudie l'homme que de lui reconnaître de ses propriétés humaines? La simple inspection du champ social aurait dû faire découvrir que le rapport aux fins est une structure permanente des entreprises humaines et que c'est sur ce rapport que les hommes réels apprécient les actions, les institutions ou les établissements économiques. On aurait dû constater alors que notre compréhension de l'autre se fait nécessairement par les fins. Celui qui regarde de loin un homme au travail et qui dit « Je ne comprends pas ce qu'il fait », l'illumination lui reviendra quand il pourra unifier les moments disjoints de cette activité grâce à la prévision du résultat visé. Mieux encore, pour lutter, pour déjouer l'adversaire, il faut disposer de plusieurs systèmes de fins à la fois. On donnera à une feinte sa véritable finalité, qui est, par exemple, d'obliger le boxeur à remonter sa garde, si l'on découvre et rejette à la fois sa finalité prétendue, lancer un direct de gauche à l'arcade sourcilière. Les doubles triples systèmes de fins qui utilisent les autres conditionnent aussi rigoureusement notre activité que nos fins propres. Un positiviste qui, dans la vie pratique, conservait son daltonisme téléologique ne pourrait vivre longtemps. Il est vrai que dans une société tout entière aliénée, où le capital apparaît de plus en plus comme une puissance sociale dans le capitaliste et le fonctionnaire, les fins manifestes peuvent masquer la nécessité profonde d'une évolution ou d'un mécanisme monté. Mais, même alors, la fin comme signification du projet vécu d'un homme ou d'un groupe d'hommes demeure réelle, dans la mesure même où, comme dit Hegel, l'apparence en tant qu'apparence possède une réalité. Il conviendra donc, dans ce cas aussi bien que dans les précédents, de déterminer son rôle et son efficacité pratique. Je montrerai plus loin comment la stabilisation des prix sur un marché concurrentiel réifie la relation du vendeur et de l'acheteur. Politesse, hésitation, marchandage, tout cela est désamorcé, recusé, puisque les jeux sont faits. Et pourtant, chacun de ces gestes est vécu par son auteur comme un acte. Nul doute que cette activité ne tombe dans le domaine de la pure représentation, mais la possibilité permanente qu'une fin soit transformée en illusion caractérise le champ social et les modes de l'aliénation. Elle n'ôte pas à la fin sa structure irréductible. Mieux encore, les notions d'aliénation et de mystification
n'ont précisément de sens que dans la mesure où elles volent les fins et les disqualifient. Il y a donc deux conceptions qu'il faut se garder de confondre. La première, celle de nombreux sociologues américains et de certains marxistes français, substitue sottement aux données de l'expérience un causalisme abstrait ou certaines formes métaphysiques ou de concepts comme ceux de motivation, d'attitude ou de rôle qui n'ont de sens qu'en liaison avec une finalité. La seconde reconnaît l'existence des fins partout et elle se borne à déclarer que certaines d'entre elles peuvent être neutralisées au sein de processus de totalisation historique. C'est la position du marxisme réel et de l'existentialisme. Le mouvement dialectique qui va du conditionnement objectif à l'objectivation permet, en effet, de comprendre que les fins de l'activité humaine ne sont pas des entités mystérieuses et surajoutées à l'acte lui-même. Elles représentent simplement le dépassement et le maintenu du donné dans un acte qui va du présent vers l'avenir, la fin. C'est l'objectivation elle-même en tant qu'elle constitue la loi dialectique d'une conduite humaine et l'unité de ses contradictions antérieures. Et la présence de l'avenir au cœur du présent ne surprendra pas si l'on veut bien considérer que la fin s'enrichit en même temps que l'action elle-même. Elle dépasse cette action en tant qu'elle en fait l'unité, mais le contenu de cette unité n'est jamais plus concret ni plus explicite que n'est au même instant l'entreprise unifiée. De décembre 1851 au 30 avril 1856, Madame Bovary faisait l'unité réelle de toutes les actions de Flaubert. Mais cela ne signifie pas que l'ouvrage précis et concret, avec tous ses chapitres et toutes ses phrases, figurait en 1851. Ce chapitre et toutes ces phrases fussent comme une énorme absence au cœur de la vie de l'écrivain. La fin se transforme, passe de l'abstrait au concret, du global au détaillé. Elle est, à chaque moment, l'unité actuelle de l'opération, ou, si l'on préfère, l'unification en acte des moyens, toujours de l'autre côté du présent. Elle n'est au fond que le présent lui-même vu de son autre côté. Pourtant, elle contient dans ses structures des relations avec un avenir plus éloigné. L'objectif immédiat de Flaubert, qui est de déterminer ce paragraphe, s'éclaire lui-même par l'objectif lointain qui résume toute l'opération, produire ce livre. Mais plus le résultat visé est totalisation, plus il est abstrait. Flaubert écrit d'abord à ses amis « Je voudrais écrire un livre qui soit comme ceci, comme cela ». Les phrases obscures dont il use alors ont certes plus de sens pour l'auteur que pour nous, mais elles ne donnent ni la structure ni le contenu réel de l'ouvrage. Elles ne cesseront pourtant pas de servir de cadre à toutes les recherches ultérieures, au plan, au choix de personnages. Le livre qui devait être ceci et cela, c'est aussi Madame Bovary. Aussi, dans le cas d'un écrivain, la fin immédiate de son travail présent ne s'éclaire que par rapport à une hiérarchie de signification, c'est-à-dire de fins futures dont chacune sert de cadre à la précédente et de continu à la suivante. La fin s'enrichit au cours de l'entreprise et développe et dépasse ses contradictions avec l'entreprise elle-même. Lorsque l'objectivation est terminée, la richesse concrète de l'objet produit dépasse infiniment celle de la fin, prise comme hiérarchie unitaire de sens, à quelques moments du passé qu'on le considère. Mais c'est précisément que l'objet n'est plus une fin. Il est le produit, en personne, d'un travail et il existe dans le monde, ce qui implique une infinité de relations nouvelles, de ces éléments les uns avec les autres dans le nouveau milieu d'objectivité, de lui-même avec les autres objets culturels, de lui-même comme produit culturel avec les hommes. Tel qu'il est, pourtant, dans sa réalité de produit objectif, il renvoie nécessairement à une opération éculée, disparue,
dont il a été la fin. Et si nous ne régressions perpétuellement, mais vaguement et abstraitement, au cours de la lecture, jusqu'au désir et au fin, jusqu'à l'entreprise totale de Flaubert, nous fétichiserions tout simplement le livre, ce qui arrive souvent d'ailleurs au même titre qu'une marchandise, en le considérant comme une chose qui parle et non comme la réalité d'un homme objectivé par son travail. De toute manière, pour la régression compréhensive du lecteur, l'ordre est inverse. Le concret totalisateur, c'est le livre. La vie et l'entreprise, comme passé-mort qui s'éloignent, s'échelonnent en séries de significations qui vont de plus riches aux plus pauvres, des plus concrètes aux plus abstraites, des plus singulières aux plus générales, et qui à leur tour nous renvoient du subjectif à l'objectif. Si l'on se refuse à voir le mouvement dialectique originel de l'individu et dans son entreprise et produire sa vie de subjectiver, il faudra renoncer à la dialectique ou en faire la loi émanante de l'histoire. On a vu ces deux extrêmes. Parfois chez Engels, la dialectique explose. Les hommes se heurtent comme des molécules physiques. La résultante de toutes ces agitations contraires, c'est un moyen. Seulement un résultat. Moyen ne peut devenir à lui tout seul appareil ou procès. Il s'enregistre passivement, il ne s'impose pas au lieu que le capital, comme puissance sociale aliénée, autonome, en tant qu'objet et en tant que puissance du capitaliste, s'oppose à la société par l'extrémisme de cet objet. Pour éviter le résultat moyen et le fétichisme stalinien des statistiques, des marxistes non communistes ont préféré dissoudre l'homme concret dans les objets synthétiques, étudier les contradictions et les mouvements des collectifs en tant que tels. Ils n'y ont rien gagné. La finalité se réfugie dans les concepts qu'ils empruntent et eux qu'ils forgent. La bureaucratie devient une personne, avec ses entreprises, ses projets, etc. Elle a attaqué la démocratie hongroise, autre personne, parce qu'elle ne pouvait pas tolérer, et dans l'intention de, etc., où on échappe au déterminisme scientiste pour retomber dans l'idéalisme absolu. En vérité, le texte de Marx montre qu'il avait admirablement compris la question. Le capital s'oppose à la société, dit-il, et pourtant c'est une puissance sociale. La contradiction s'explique par le fait qu'il est devenu objet. Mais cet objet qui n'est pas moyen social, mais au contraire, réalité antisociale, ne se maintient comme tel que dans la mesure où il est soutenu et dirigé par la puissance réelle et active du capitaliste, lequel à son tour est entièrement possédé par l'objectivation aliénée de sa propre puissance, car celle-ci fait l'objet d'autres dépassements par d'autres capitalistes. Ces rapports sont moléculaires parce qu'il n'y a que des individus et des relations singulières entre eux, opposition, alliance, dépendance, etc. Mais ils ne sont pas mécaniques parce qu'il ne s'agit en aucun cas de simple inertie. Dans l'unité même de sa propre entreprise, chacun dépasse l'autre et l'incorpore à titre de moyen, et vice-versa. Chaque couple de relations unificatrices est à son tour dépassé par l'entreprise d'un tiers. Ainsi, à chaque niveau se constituent des hiérarchies, des fins enveloppantes et enveloppées, dont les premières volent la signification des dernières, et dont les dernières visent à faire éclater les premières. Chaque fois que l'entreprise d'un homme ou d'un groupe d'hommes devient l'objet pour d'autres hommes qui la dépassent vers leur fin et pour l'ensemble de la société, cette entreprise garde sa finalité comme son unité réelle et devient pour ceux mêmes qui la font un objet extérieur. On verra plus loin certaines conditions générales de cette aliénation qui tendent à les dominer et à leur survivre. Ainsi se constituent des systèmes, des appareils, des instruments qui sont en même temps des objets réels possédant des bases matérielles d'existence et des processus qui poursuivent,
dans la société et souvent contre elle, des fins qui ne sont plus celles de personnes, mais qui, comme objectivation aliénée des fins réellement poursuivies, devient l'unité objective et totalisante des objets collectifs. Le procès du capital n'offre cette rigueur et cette nécessité que dans une perspective qui fait de lui non point d'une structure sociale, ni régime, mais un appareil matériel dont le mouvement impitoyable est l'envers d'une infinité de dépassements unificateurs. Il conviendra donc de recenser dans une société donnée les fins vivantes qui correspondent à l'effort propre d'une personne, d'un groupe ou d'une classe et les finalités impersonnelles, subproduits de notre activité, qui tirent leur unité d'elle et qui finissent par devenir l'essentiel, par imposer leur cadre et leurs lois à toutes nos entreprises. Le champ social est plein d'actes sans auteur, de constructions sans constructeur. Si nous redécouvrons en l'homme son humanité véritable, c'est-à-dire le pouvoir de faire l'histoire en poursuivant ses propres fins, alors, en période d'aliénation, nous verrons que l'inhumain se présente sous les allures de l'humain, et que les collectifs perspectives de fuite à travers les hommes retiennent en eux la finalité qui caractérise les relations humaines. Cela signifie pas, bien entendu, que tout soit finalité personnelle ou impersonnelle. Les conditions matérielles imposent leur nécessité de fait. Le fait est qu'il n'y a pas de charbon en Italie. Toute l'évolution industrielle de ce pays, au XIXe, au XXe, dépend de cette donnée irréductible. Mais Marx y a souvent insisté, les données géographiques ou autres ne peuvent agir que dans le cadre d'une société donnée, conformément à sa structure, à son régime économique, aux institutions qu'elle s'est données. Qu'est-ce que cela veut dire sinon que la nécessité de fait ne peut être saisie qu'à travers les constructions humaines? L'indissoluble unité des appareils, ces monstrueuses constructions sans auteur où l'homme se perd et qui lui échappe sans cesse, de leur fonctionnement rigoureux, de leur finalité renversée, qu'il faudrait, je crois, appeler contre-finalité, de nécessité pure ou naturelle, et de la lutte furieuse des hommes aliénés. Cette indissoluble unité doit apparaître à tout enquêteur qui veut comprendre le monde social. Ces objets sont devant ses yeux. Avant de montrer les conditionnements infrastructurels, il doit s'imposer les voir comme ils sont, sans négliger aucune de leurs structures, car il lui faudra rendre compte de tout, de la nécessité et de la finalité. Si étrangement démêlés, il faudra qu'il dégage à la fois les contre-finalités qui nous dominent et qu'il montre les entreprises plus ou moins concertées, qui les exploitent ou qui s'y opposent. Il prendra le donné tel qu'il se manifeste, avec ses fins visibles, avant même de savoir si ces fins expriment l'intention d'une personne réelle, d'autant plus à l'aise qu'il dispose d'une philosophie, d'un point de vue, d'une base théorique d'interprétation et de totalisation. Il s'imposera de les aborder dans un esprit d'empirisme absolu et les laissera se développer, livrer d'eux-mêmes leur sens immédiat, dans l'intention d'apprendre et non de retrouver. C'est dans ce libre développement que se trouvent les conditions et la première acquise d'une situation de l'objet par rapport à l'ensemble social et de sa totalisation à l'intérieur du processus historique. Nous tenterons de déterminer dans l'époque le champ des possibles, celui des instruments, etc.,